Bonjour à tous. Fait qu'on essaie quelque chose de nouveau. L'après-podcast. Fait que là, c'est vraiment plus... Victor a dit ce qu'il avait à dire. On va vraiment plus y aller avec ce qu'on pense. Puis, ouais, les débats et tout. C'est maximum, ça, 15 minutes. Maximum 15 minutes. Le chronomètre. Vas-y en premier, tes impressions. Impression, mon Dieu. C'est, comme tu dis, je suis excessivement surpris de la complexité du système fiscal à l'époque. Je pense que ça serait ingérable aujourd'hui. Impossible. Premièrement, juste gérer ceux qui perçoivent les impôts, l'écart entre les deux, légiférer sur combien de profits maximum ils pourraient générer. Ingérable. C'est qu'il y a en fait une très grosse... Vu que souvent les impôts qui vont être complexes, ça va être des impôts qui vont être un peu civiques, bah, effectivement, ça marche parce que en fait, il y a une forte participation des citoyens là-dedans. C'est qu'ils sont très volontaires. Pas juste des citoyens, mais des métèques. Parce que les métèques qui, si je comprends bien, font du commerce. Oui, bah alors là, après, c'est un peu simple, parce que souvent, ça va être lié à des places. C'est à cette époque-là, va avoir ce qu'on appelle l'emporion, qui est le port. Donc, bah, ça va être les activités qui vont être dans cette zone géographique-là. Pareil, l'endroit où il y a le commerce de vente, en fait, c'est une zone particulière, où il y a des échoppes. D'ailleurs, quand tu es un commerçant, il faut que tu payes une redevance pour avoir ton échoppe. À qui? À celui qui détient à la cité, en l'espèce. À la cité, OK. À la cité. Puis, comment le collecteur, c'était quoi déjà son nom? Le fermier. Le fermier. Celui qu'on appelle du coup le télonaille. Parce que c'est les télés, et du coup celui qui... Qu'est-ce que tu faisais par télé? Tu as utilisé ce terme-là plusieurs reprises. C'est le terme. Okay. C'est le terme pour désigner ce type de fiscalité. Et en conséquence, la personne du coup qui est le fermier, qui est chargé de récolter ça, bah, c'est le télonaille. Le télonaille, le fermier, on s'entend, là, ces techniques de collecte, j'en ai parlé tantôt, il peut faire ce qu'il veut. Là. Il peut t'accuser de ce qu'il veut. Dès qu'il y a un témoin qui est probablement quelqu'un sous sa solde, tu sais, des exemples de corruption, d'extorsion, on s'entend, là, ça devait être assez... Je dois avoir assez peu d'éléments là-dessus parce que, bah, vu qu'encore une fois, ça concerne plutôt des personnes, des métèques, pas forcément des personnes qui vont aller en place publique se défendre. Donc je ne sais pas si les télonailles étaient très honnêtes ou pas du tout. On s'entend, l'humain étant ce qu'il est. Jamais je vais croire que le collecteur, le fermier ou le télonaille étaient tous honnêtes et étaient tous... surtout si on se base sur les pratiques postérieures à ça, c'est que l'affermage de l'impôt, ça a été le système de base en fiscalité à peu près jusqu'au XVIIIe siècle. Et donc souvent d'ailleurs, c'est un peu la mauvaise réputation qu'ont les impôts au Moyen-Âge ou au début de l'époque moderne. En fait, c'est lié au crime des fermiers, qui souvent étaient assez violents, pouvaient torturer les gens, les battre. Souvent, quand on parle, par exemple, dans l'histoire de l'Angleterre de David Hume, quand il parle de le fameux impôt de capitation qui avait choqué les gens, bah, c'était un impôt qui était affermé. Donc, c'était les fermiers qui venaient battre les gens pour récupérer l'argent. Oui, mais un impôt de capitation dans le sens que vous êtes 6 à habiter ici. Non, il y a juste moi et ma femme. Non, je dis que vous êtes 6, donc vous me payez les 10. Non, mais c'est surtout que si tu payes pas, je te frappe. Hein. Ouais. C'est pas tant pour la vérification, c'est plus pour le paiement. Puis combien est-ce qu'il y avait en termes de proportion citoyen puis métèques, est-ce que c'était le rapport de force d'un point de vue nombre spécifiquement? Est-ce qu'il y avait beaucoup plus de métèques que de citoyens? Plus de métèques que de citoyens. Après, les cités n'étaient pas non plus très grandes. OK. En vrai, j'ai un doute. J'ai peur de dire une bêtise sur la proportion métèques-citoyens. Je crois qu'il y avait... On sait pas. On va demander à docteur de mijote. Surtout que ça devait varier en fonction des cités. OK. Je pense que par exemple à Athènes, il y avait beaucoup plus de métèques à Athènes que dans d'autres cités qui étaient un peu moins attractives. Ouais, c'est sûr que les agriculteurs, quand tu étais plus en campagne, ça devait être beaucoup moins métèques que citoyens. Puis, c'est que quand tu es métèque, c'est pas de terre, c'est que souvent tu es là pour le commerce ou en tout cas pour des services à la personne. Ben, regarde de nos jours, je veux dire, c'est où que tu as le plus d'immigrants et tout? C'est dans les grandes métropoles, là. C'est pas en région, là. Fait que c'est ça, le commerce est là. C'est ce que le monde connaisse de l'extérieur, c'est là que le monde vont s'établir. Beaucoup de similitudes. Oui, beaucoup de similitudes, mais c'est la perception, je pense, l'impôt qui me fascine vraiment. Que les gens, dans le fond, étaient fiers, la liturgie de payer ça, de faire des gros parties. Mais si on ramène à quelque chose de plus concret, si l'impôt était plus dirigé vers vous contribuer à ça, est-ce que ça amènerait plus un sentiment de fierté?
Non, mais c'est une question plus conceptuelle. Ben, en fait, c'est pas seulement vous contribuez à ça, parce que même si je dis que tu contribues, exemple, au service de santé à hauteur là, de 1000 $ que tu as payé, tu as contribué. Encore là, comment je vais faire pour dire que tu as contribué au système de santé? Textuellement, je regarde le budget, je regarde mon impôt que j'ai payé dans l'année. Rapproche-le, tu fais une contribution à l'hôpital de ton coin. C'est le don. C'est un don en ce moment, mais si l'impôt était structuré de manière à ce que tu puisses voir où est dirigé ton argent... Tu peux le voir, regarde le budget. Oui. Non, mais en fait, le problème, c'est que l'impôt est fongible, en fait. Il n'y a pas de... Oh, j'ai oublié le terme exact. Mais un impôt n'est pas lié à une dépense particulière dans le budget. Tout va dans le fonds commun et sert à payer. Et sert tout à payer. Mais toi, ce que tu voudrais dire, est-ce que c'est juste que tu le vois ou que tu peux choisir où va ton impôt? Je sais pas si c'est un choix ou que tu es plus sensibilisé à... Parce que si je comprends bien, dans les liturgies, il n'y avait pas de choix. Tu payais pour ta triade. Point barre. Trière, excuse-moi. Tu payais pour ta triade. Point barre. C'est ça, mais sauf que la liturgie, tu sais, parce qu'il y a une différence, parce que tu dis, en ce moment, si je sais que j'ai payé 10 000 $ d'impôts, je sais que ça va dans le fonds commun de tout le monde, mon 10 000 $ est dedans. Maintenant, ce fonds commun-là, ben, il y a 40 % qui va pour la santé, 30 % qui va pour l'éducation. Fait que techniquement, je peux dire que mon 10 000, ben, j'ai 400 qui étaient à la santé. Ouais. Tu sais, je peux faire ma répartition. Mais le fait qu'il y a tellement de paliers entre toi puis le service qui est rendu, peut pas te créer un sentiment de fierté par rapport à la contribution. Non, parce que tu le vois pas. Maintenant, ça pourtant, pourrait à une époque, il y a des... C'est l'aspect un peu drôle, mais à la suite de la charte canadienne, il y a beaucoup de personnes, notamment des gens, même avant ça, des gens qui étaient pacifistes, qui disaient le budget de la défense, c'est 3%. Ça, on va revenir, je sais où tu t'en vas, je ne veux pas que tu rentres là-dedans maintenant. Je vais retenir 3% de mon impôt parce que je suis pacifiste, je suis objecteur de conscience. On va revenir plus tard. On va revenir parce que ça, je sais ce que ça va, parce que celui-là, il m'en a déjà parlé, on a déjà la discussion. Mais l'autre sujet qu'on pourrait revenir, c'est est-ce que les gens auraient une meilleure fierté si les gens pouvaient orienter leur impôt? Ou un impôt plus local. En fait, le problème, c'est qu'il y aurait tendance, malheureusement, en fait, à avoir un peu le surfinancement en fait, de services. Mais justement, point très intéressant, parce que ça a été un des problèmes qu'a dénoncé Démosthène. Démosthène, il arrive plutôt en fait, à la fin en fait, d'Athènes, où ça commence, où à cette époque-là, du coup, tu as les Macédoniens, donc le père d'Alexandre le Grand, Philippe II le Borgne, qui commencent à devenir très menaçants. Et Démosthène, il critique quelque chose, il critique justement l'utilisation de l'argent public. Il dit, certes, on utilise plein d'argent public pour le redistribuer, pour faire du social, etc. Sauf que là, en fait, on a un problème, c'est qu'on va se faire bouffer. On va se faire bouffer par Philippe II. Donc arrêtons de faire du social, faut acheter des bateaux. Il faut acheter des bateaux parce que notre survie est menacée. Il faut bâtir l'armée. Et le problème, c'est qu'il y avait cet aspect un peu démagogique. Donc le problème, c'est que si... En fait, on permettait aux gens en fait, de choisir où ils mettent l'argent. En fait, on aurait toujours l'argent dans les trucs très visibles et pas dans les trucs un peu invisibles mais qui sont nécessaires. Qui a envie de payer pour les gouttières? Personne. Moi, je veux payer pour le musée, je veux payer pour la fête. Mais tu veux pas payer pour les gouttières, tu veux pas payer pour la défense, tu veux pas payer pour les services invisibles. Je comprends l'argument, puis je suis tout à fait d'accord. Sauf que je me demande s'il n'y a pas une manière, d'un point de vue juste distribution de l'information, de faire prendre conscience. On pourra avoir une meilleure information financière, dire l'État devrait plus communiquer sur qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Ça, on le voit souvent. Ils font devant les écoles, 4,3 puis tout le kit, là, ben oui, ils le font. Là, c'est juste que tu as de la misère à voir, c'est concret. En fait, puis là, je vais me permettre un statement. Le gros échou qu'on a, puis je vais parler du Québec parce qu'on vit tous au Québec, c'est que on n'a pas le sentiment, puis je ne sais pas que c'est le cas, je veux dire, on n'a pas le sentiment que notre argent est bien géré. On regarde nos routes, regarde nos écoles, regarde notre système de santé. On n'a pas le sentiment que pour la hauteur des impôts qu'on paye, on a un service équivalent. Mais c'est peut-être... Puis quand on regarde les services administratifs, le coût que ça a, je me souviendrai, là, ça fait très, très, très longtemps, on parle d'il y a 10-15 ans, mais je me souviens que quand j'étais aux études, 15-20 ans, quand j'étais aux études, il y avait une étude qui était sortie qui disait qu'une infirmière, sur 1 heure de travail, il y avait plus que 30 minutes qui étaient pour remplir de la paperasse, plutôt que de soigner des gens. T'sais, c'est parce que à cause de tous nos protocoles, tu veux prendre une aiguille, ben il faut que tu indiques que tu as marqué l'aiguille, là, puis que tu as pris. Fait à quoi tu t'en es servi le kit? Là, par contre, tu n'es plus en fiscalité, c'est autre chose. Non, ça, c'est la manière que l'argent. Le podcast parle des affaires, fait que je peux pas d'ailleurs. Fait que on parle juste pas de l'aspect politique. Mais on peut. C'est ça, ce que je dis, c'est que la manière que notre argent est géré.
sais, pourquoi est-ce qu'en Ontario, qui ont des taux d'imposition pas tellement loin des nôtres, ont des belles routes, puis que nous, on n'en a pas? On s'entend, il y a pas... c'est pas le climat qui vient de changer, puis en Ontario, c'est peut-être qu'on met l'argent dans d'autres services. Et également, il y a... Dans d'autres poches. Non, mais... Soyons un peu plus... Non, mais... Peut-être pas j'ai perdu un poche, mais il y a aussi que la question de... Ce que tu dis, on paye autant d'impôts qu'en Ontario, ou même on paye en fonction de l'impôt qu'on paye. Il y a peut-être des gens qui ne payent pas suffisamment d'impôts. C'est-à-dire peut-être toi, t'en payes assez. Peut-être qu'il y a des gens qui n'en payent pas assez. Ça, on pourrait revenir à ce qu'on appelle... C'est la question. Qu'est-ce qu'un riche? Oh... Ça, on regarde ça pour un autre jour. Qu'est-ce qu'un riche? Qu'est-ce qu'un riche, mais qu'est-ce qu'un pauvre aussi? Ah, mais c'est la question de la répartition. C'est qu'on dit, en question, on ne va pas augmenter, ou souvent, quand on va parler de fiscalité, on va dire il faut augmenter ou baisser la fiscalité. En vrai, on peut simplement modifier la répartition. Le problème, c'est pas qu'on paye trop ou qu'on paye pas assez. C'est peut-être qu'il y en a certains qui payent trop et d'autres qui payent pas assez. Ça, tu rejoins la théorie moderne du on devrait imposer plus le 1% pour qu'il y ait une redistribution de la richesse vers la masse. Je pense que tu t'en vas un peu là, non? Oui. Pourquoi tu penses que je t'ai dit que moi et Victor, on allait avoir des beaux débats? On n'allait pas s'entendre, mais... Non, mais en tout cas, je suis pas contre d'imposer plus les hyper riches non plus. En dehors, bien sûr, de ma préférence, souvent, je trouve la question assez mal posée de dire qu'il faut augmenter ou baisser les taxes, alors qu'en vrai, il faut surtout modifier, en fait, parfois juste modifier en fait, la répartition, soit dans un sens ou dans l'autre. C'est qu'on paye tous un impôt différent. Donc, il y a toujours des personnes qui sont plus imposées que d'autres, des personnes qui sont surimposées, des personnes qui sont sous-imposées. Et là, ça vient toute la problématique du système d'imposition à utiliser. Puis, quelqu'un qui peut sembler surimposé pour une personne ne l'est peut-être pas pour une autre. Oui, c'est pas relatif. Parce que c'est subjectif. Et puis chaque personne a l'impression d'être surimposée. Tout à fait. Oui. Alors que... Puis des fois, c'est pas forcément qu'une question de richesse, c'est aussi une question d'activité ou de type de bien. Oui, puis... Le travail, par exemple, au Canada, est beaucoup plus imposé que le capital. Oui, mais on a choisi une méthode où on impose les revenus annuels plutôt que le capital. Tout à fait. Oui. Non, alors je faisais plus référence... référence... ce qu'il veut dire, c'est que le gain en capital n'est pas assez imposé. Je sais où ça va. Il a 50%. déjà eu ce débat. Non, mais du coup, le fait est, c'est que les gens qui font de l'argent avec du gain en capital sont moins imposés que les gens qui travaillent. Donc, en fait, deux personnes qui ont le même revenu ne paieront pas le même impôt. Il y a des gens qui sont très riches. Il y a des gens qui ont un revenu de travail qui sont très riches, mais du coup, ils vont y payer plus d'impôts que des gens qui ont la même richesse, mais qui l'ont produite d'une manière différente. Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas une question très théorique. Le gain en capital en question, c'est rare que ça arrive. C'est pas quelque chose de constant. C'est pas quelque chose de constant, c'est pas quelque chose de récurrent, ça ne répond pas à la définition d'un revenu et ça tient compte aussi de la plus-value annuelle des biens et de multitude de facteurs qui rentrent là-dedans, d'où la raison pourquoi il y a un traitement différent. Donc, juste annoncer comme ça au podcast, de dire, en fait, devant les gens, de dire, ils n'ont pas le même régime d'imposition, il y a énormément de choses bizarres, pas bizarres, mais énormément de choses mais la justification en arrière. La justification du 50%, elle est beaucoup plus politique que ça. Le 50%? Ben non, mais il y a une justification qui est basée économique derrière ça, tu le sais autant que moi. C'est ce que tu peux ne pas être d'accord avec. C'est une question de compétitivité, mais c'est plus une mesure d'intervention fiscale qu'une mesure on va dire, d'égalité fiscale. C'est que en imposant 50%, on souhaite inciter les gens à faire de l'investissement. Ben, la fiscalité est un outil un outil économique. Oui, mais je veux dire, la même chose que la société, qu'on y offre une déduction de petites entreprises, donc on réduit son taux à 12,2, c'est pour justement favoriser l'accroissement de capital, le réinvestissement en actifs pour qu'elle se développe davantage et qu'elle embauche plus. Très bien, mais rapidement, on peut faire un exercice intellectuel. Là. Si le gain en capital était imposé à 100%, premièrement, ça décomplexifierait beaucoup la loi de l'impôt. Ah, complètement. Oui. On oublie les concepts de dépouillement de surplus. OK, tu l'imposes comme un dividende ou tu l'imposes comme un salaire? Peu importe, on est dans des taux d'impôt. On fait un exercice intellectuel. Tu mets Réginald au chômage, il ne sert plus à rien. Un salaire. Un salaire, ou un dividende, normalement, on vient d'en parler dans l'épisode d'intégration, devrait être imposé au même... C'est dans le prochain qu'on parle de salaire versus dividende. Quoi qu'on pourrait en parler tout de suite, mais on va juste publier celle-là après. Mais oui, je suis d'accord avec toi. On peut faire l'exercice dans le prochain podcast salaire versus dividende si Victor veut rester avec nous, parce que là, l'après-podcast est pas mal terminé. C'est bon, Victor? Oui. Fait que tu restes avec nous?
On n'a pas de verre de vin à t'offrir comme à tout le monde en parle. Ouais, faut juste que j'aille aux toilettes. Mais ouais. La prochaine fois, on va s'arranger pour avoir quelque chose de bon à boire. Si jamais il y a quelqu'un qui veut nous aider à ce niveau. Puis on va s'arranger pour avoir de quoi à boire qui va être plus intéressant si tu veux rester par la suite. Parfait. Fait que, merci encore à tous si vous avez assisté à l'après-podcast et on se revoit lors du prochain épisode.